Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, bonjour. Aujourd'hui, chapitre important dans le cadre des automates programmables, puisque on va trouver, enfin déterminer le moyen de déterminer les variables auxiliaires et surtout, on va déterminer à quoi ça sert. Bonne écoute. Donc après avoir vu les vrais, nous allons voir maintenant une petite mise en application de ces vrais et déterminer probablement la chose la plus importante et la plus compliquée à comprendre dans le cadre de la création d'un programme en ladder, qui est le premier langage de programmation que nous utilisons. Nous allons étudier donc, un système, je vais dire par exemple, pour exemple, qui est celui-ci. Donc vous avez devant les yeux une petite, un plat métallique, on va dire, que vous devez plier dans un sens et puis dans l'autre. Donc pour en faire un fer en U. Okay. Le principe, ça va être de faire quoi? On vient avec notre plat, on le dépose. Alors quand on lance le système automatiquement, qu'est-ce qu'il va faire? Il va sortir le véret pour caler le plat. Et puis, il va lancer le pliage en faisant sortir le véret B pour replier dans un premier sens, dans un premier temps pour faire un L avec le véret, ressortir une deuxième fois le replier pour bien être sûr, avec l'élasticité du métal, pour bien être sûr que le plat métallique sera plié dans un sens. Et puis, quand il sera rentré, on fait la deuxième chose, on plie le véret, grâce au véret C, on plie dans l'autre sens, une fois, deux fois, et puis on décale notre pièce, et notre U est donc finalisé. Donc on va voir ça de manière assez simple. Donc vous voyez, c'est vraiment 10 étapes, quoi, enfin 10 opérations. Okay. La première des choses, ça va être d'installer un software qui s'appelle DIA. C'est un diagramme de phase. C'est ce qui va permettre de montrer l'évolution des vérins en fonction du temps. Donc d'abord, je vais vous montrer la petite vidéo pour l'installation de ce programme. Vous allez donc faire une recherche dans Google sur le terme GNOME, espace, DIA, DIA, espace, wiki. Vous allez tomber sur cette page-ci. Et alors sur cette page-ci, vous allez pouvoir lire un petit peu ce que fait ce programme. Vous pourrez cliquer sur dia.de, faire le téléchargement du fichier dia.exe, dia.setup.exe, qui va se passer maintenant. Vous voyez en bas à gauche, le dia setup est en train de se télécharger. Une fois que c'est téléchargé, vous cliquez dessus pour l'installer. Ce petit écran noir va vous ramener une image de ce que vous voulez faire. Donc vous choisissez la langue ici, c'est-à-dire le français bien sûr, ou l'anglais si vous en sortez mieux. Vous validez vous appuyez sur suivant, vous appuyez sur suivant, vous appuyez de nouveau sur suivant, vous vous installez dans le répertoire qui propose par défaut ou un autre à votre meilleure convenance. Une fois que c'est fait, vous allez pouvoir dès lors lancer l'application automatiquement en cliquant sur démarrer l'application, lancer DIA automatiquement. Vous cliquez sur fermer et c'est terminé. Donc lorsque vous avez ce programme qui est lancé, qui s'appelle donc DIA, que vous avez ici devant les yeux, vous allez devoir faire le fameux diagramme dont je vous parlais. La première des choses, ce sera de créer trois axes, puisque vous avez trois vérins. Vous allez créer trois axes. Alors, il y a une petite chose. Vous voyez le dessin qu'il vous donne pour faire une ligne. Il vous autorise à mettre cette ligne à n'importe quel endroit. La première des choses, c'est d'essayer d'en faire comment donc de bloquer, d'accrocher, si vous voulez, sur le grid
sur le petit grillage que vous avez devant les yeux le système. Donc vous cliquez ici sur grille magnétique. Okay. Lorsque vous avez appuyé sur grille magnétique, vous allez pouvoir tracer des axes de manière beaucoup plus simple. Alors, on va le faire de suite comme ceci. Voilà, un axe. Voilà. Alors, première des choses, ça va être de supprimer le bout de ligne, c'est-à-dire on va mettre ici une ligne droite. On recommence. On refait un trait. On a choisi que on peut faire un axe comme ceci, sans flèche. Un deuxième axe horizontal symbolisant l'évolution dans le temps du vérin A. Un troisième axe horizontal symbolisant l'évolution dans le temps du vérin B. Et un troisième axe horizontal symbolisant l'évolution dans le temps du vérin C. Alors, on refait quelque chose de propre. Voilà. Maintenant, on nomme les trois axes, à savoir, dans le texte ici, on va taper ici, vérin A. OK. Ensuite, CTRL-C, CTRL-V, on le déplace ici, F2 pour éditer, et on va aller mettre vérin B. CTRL-V, on copie de nouveau, et on va faire vérin C. OK. Donc là, on a donc l'évolution dans le temps du vérin A, du vérin B et du vérin C. On va maintenant tracer les axes de transition. Donc ce sont les axes qui permettent de, en traitier par exemple, qui permettent de déterminer les changements, donc les moments clés de votre évolution. C'est à ce moment-là que certaines choses vont changer. On va se faire sortir tel vérin ou faire rentrer tel autre vérin. Donc premier axe, voilà. Et on doit faire, comme on sait qu'on va avoir 10 étapes, hein, je rappelle, 10 étapes. On sort A pour bloquer la pièce, on sort B pour la plier une première fois, on rentre B, troisième étape, on ressort B, quatrième étape, on rentre B, cinquième étape, on a notre L, sixième étape, on sort C, septième étape, on rentre C, huitième étape, on ressort C, neuvième étape, on rentre C, dixième étape, notre pièce est pliée, on peut la décaler, on sort le vérin, on fait rentrer le vérin A, ainsi notre pièce U peut sortir de son de la presse. Donc on va voir, donc si on a 10 étapes, on a donc 10 transitions, hop, on fait un copier-coller de tous nos axes, on le déplace, on vient le mettre aux endroits qui nous intéressent, à savoir ceci, pour montrer l'évolution dans le temps des éléments. Alors, tout ça pour dire, voilà, hop, encore un, hop, alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Alors, comment est-ce que ça marche? Ces axes vont nous montrer, comme je vous ai dit, les transitions. Pour ce faire, on peut un petit peu les écarter. On va laisser non pas 2 carrés entre chaque, mais 3 carrés entre chaque. Ces 3 carrés, c'est une simplification de l'esprit, évidemment. Il va de soi que ces transitions, dans le temps, puisque cet axe-ci, l'axe horizontal, représentant la transition temporelle, il va de soi que cette transition n'est pas représentative réellement de ce qui va se passer. Parce que vous allez avoir, ici on considère qu'entre chaque axe vertical ici de transition, on a le même espace, ce qui veut dire donc le même temps. D'un point de vue
exactitude, c'est pas tout à fait vrai. Parce que ça voudrait dire que tous les vrais vont sortir tous en même temps et vont prendre tous le même temps pour exécuter l'ordre. Ok? Il va de soi que ce ne sera jamais le cas. Vous allez avoir des vrais qui sortent et qui rentrent plus vite ou plus lentement que d'autres. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on a vu? Si vous regardez en bas à droite, qu'est-ce qu'on a dit? C'est que la première des choses, c'est que l'on va avoir un élément qui est... pourquoi est-ce que mon axe a disparu? Mon axe ici a disparu, donc on va en recréer un, je ne sais pas pourquoi. On avait déjà appuyé sur Delete, il ne fallait pas. Donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est que la première des choses, avant l'heure, c'est pas l'heure, après l'heure, c'est plus l'heure. Donc ici, notre verret avant, au début, A, B et C sont rentrés. Donc ils sont à l'état 0 tous les trois. Okay, à un moment donné, il y a un ordre qui passe. Donc en gros, j'appuie sur un bouton pour faire démarrer ma presse. Qu'est-ce qui va se passer? C'est que le verret A va venir bloquer la pièce. Vous êtes d'accord? Ça paraît logique. Ok? Le verret sort, donc il met un certain temps à sortir. Et puis, une fois qu'il est sorti, on va recommencer parce qu'il a mis un trétier et ça ne me convient pas. On va faire même mieux, on va mettre une autre couleur pour distinguer les verrets. Alors, distinguer les états des verrets des éléments des axes. Donc, l'ordre de sortir est envoyé, on fait sortir A. Puis, c'est quand A est sorti, que quoi? Que B doit sortir. Ok? B sort. Et puis, c'est B qui rentre. Ok? Donc, il sort, la pièce est toujours calée, notre pièce est bien calée par A, notre verret B sort, et puis il rentre. Et puis qu'est-ce qu'on a déterminé? C'est qu'il devait de nouveau sortir, pour bien assurer que la pliure est bien faite. Puis, il rentre, et puis qu'est-ce qu'on a vu? C'est qu'en fait, c'était le verret C qui allait plier la pièce dans l'autre sens. Donc, pour faire notre petit retour de notre U. Et puis après ça, notre verret C, il doit rentrer. Alors, il va rentrer. Voilà. Ensuite, notre verret C va de nouveau sortir et puis rentrer. Donc, il va sortir et puis rentrer. On va d'abord faire la rentrée, c'est plus simple puisqu'on a déjà l'outil de montée. Et on va aller coller ici. Pendant ce temps-là, il ne faut pas oublier une chose, c'est que notre verret A, lui, il est toujours sorti. Qu'est-ce qui va mettre fin au fait qu'il va rentrer? Quand est-ce qu'il va rentrer? Quand notre verret C aura effectué la deuxième pliure. Ok? Le deuxième pliage. Bon. Là, on a un cycle complet. Donc, on représente par rapport à notre petit dessin ici en dessous, on représente quoi? On a le verret A qui sort, il cale la pièce. Puis B sort, B rentre, B sort, B rentre. On a notre premier pliage et on a notre L. Et puis C sort, C rentre, C sort, C rentre. On a notre petit U, notre petit retour comme ça. Ok? Alors, maintenant qu'on a fait ça, on va les déterminer sur notre dessin. Quoi? Eh bien, la valeur des sorties de puissance. À savoir, qui fait quoi? Ok? Donc, sur notre dessin ici, qu'est-ce qu'on va aller faire? On va aller ajouter ici au-dessus un petit texte avec la valeur des sorties, à savoir, ici, qu'est-ce qu'on a? On a A+, sur cette étape-là, ok? En fait, effectivement, A+, veut dire quoi? On a un A majuscule, on a dit, les majuscules, c'était pour les puissances. A+, on dit A va sortir. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ici? C'est B qui sort.
Et puis, on a B qui rentre. Et puis, on a B qui sort. Et puis, on a B qui rentre. Et puis, on a C qui sort. Et puis, on a C qui rentre. Puis, on a C qui sort. On a C qui rentre. Et puis, dernière étape, on a A qui rentre. Donc, à moins, vous voulez dire qu'on envoie l'ordre de faire rentrer le verre A. OK? Ça, ici, on a donc nos sorties qui sont inscrites ici en haut. Donc, on va noter sortie pour que ce soit bien clair. Sortie. OK? Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a donc notre dessin qui symbolise bien tout ce qui va se passer. On va maintenant déterminer quoi? Les transitions, c'est-à-dire les valeurs d'entrée de nos vérins qui vont mettre le point, qui vont renvoyer l'information de l'état du vérin. Donc, à savoir ici, par exemple, on va mettre le texte, on va aller regarder ici. Qu'est-ce qu'on a ici? On a notre vérin A, notre vérin B et notre vérin C qui sont bien rentrés. OK? Donc, on est bien en A0. On est bien en A0, en B0, en C0. OK? Ça, c'est l'état de base de notre système. Tous les vérins étant relâchés, étant rentrés dans leur état de repos, eh bien les fins de course A0, B0, C0 sont actifs. OK? Qu'est-ce qui va mettre la pitchnet? Qu'est-ce qui va dire maintenant tu démarres? C'est l'ordre de démarrer. Donc autrement dit, on va avoir une variable, on verra plus tard comment on l'encode, mais on a une variable qui va dire maintenant tu démarres. Cette variable, on va l'appeler début de cycle. Début de cycle, qui veut dire donc, c'est DCY, début de cycle. Quand elle passe à 1, automatiquement, eh bien, le cycle démarre. Bon. Alors, si on regarde maintenant en deuxième étape, qu'est-ce qu'on a? On va voir quoi? On a donc A qui est sorti, donc AA. On est toujours en B0, toujours en C0. On ne se préoccupe plus de DCY. OK? DCY qui sert uniquement à mettre le départ à la course. Le reste, il n'est pas utile. OK? Alors, suivant, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir quoi? On va avoir... On a B qui est sorti. Petit problème d'affichage. Je travaille sur un trop petit écran, ce qui fait que j'ai du mal à être précis. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a toujours A qui vaut toujours A. Donc on est toujours bien en A1, on a toujours bien le vérin A sorti. B est sorti maintenant, parce qu'on va le faire sortir. C par contre est toujours rentré, il est toujours à 0. OK? Ensuite, on va aller ici. Qu'est-ce qu'on a? On a A qui est toujours sorti, on a B qui est rentré, et on a C qui est toujours rentré. Okay. On fait ressortir B, pardon. On est donc toujours en A, on est en BA, et on est en C0. Étape suivante. Là par contre, qu'est-ce que c'est l'étape suivante? C'est le fait d'avoir notre vérin A qui est toujours sorti. On est toujours en A. Notre vérin B, il est rentré, il est 0. Et notre vérin C, il est rentré également, c'est 0. Étape suivante. On va avoir A qui est toujours sorti, B qui est rentré, et C, lui, qui est sorti. On a demandé qu'il sorte pour qu'il commence à plier dans l'autre sens. Étape suivante, on est de nouveau en A qui vaut A, enfin en A1, donc vers la sortie. En B,
vers la rentrée, et en C vers la rentrée. Ensuite, qu'est-ce qu'on va avoir? On va donc avoir A qui est toujours sorti, B qui est rentré, C qui est sorti. Avant-dernière étape, on a A qui est sorti, B qui est rentré, et C qui est rentré. Et enfin, on est au retour aux conditions initiales, c'est-à-dire A rentré, B rentré, C rentré. Et voilà. Vous avez donc un diagramme de phase qui vous montre les phases d'évolution de tous les VRR, donc A, B et C, et leurs états tout au long de la durée du cycle que l'on étudie. Une fois que tout ça est fait, vous avez déjà fait l'essentiel du travail qui vous sera demandé, à savoir un diagramme de phase complet qui est en fait la représentation donc, de ce dont on a besoin pour l'évolution. Alors, maintenant, on va faire ce qu'on appelle la détermination, et c'est le but du travail principal du jour. C'est très important, je vous conseille vivement de relire cette vidéo à plusieurs reprises et de faire l'exercice que je vais vous demander de faire en temps réel avec l'explication que je vous donne actuellement, à savoir déterminer les valeurs d'entrée qui vont permettre de rendre chaque étape complètement indépendante et de ne pas avoir deux fois le même état. Je m'explique. Si vous regardez ici vos valeurs d'entrée, donc vous avez ici A1, B0, C0. Vous constatez qu'il revient de nouveau une deuxième fois, qu'il revient une troisième fois, qu'il revient une quatrième fois et une cinquième fois. Donc, à 5 reprises dans le même cycle, vous allez avoir des valeurs d'entrée qui sont les mêmes. Or, en logique, comme vous le savez, et comme on l'a déjà vu, vous ne pouvez jamais avoir des états indéterminés. Or, ça en fait partie, ceci. C'est un état dans lequel vous ne savez pas où vous êtes dans le cycle. Est-ce que je suis dans la première partie, dans la deuxième, dans la troisième, quatrième ou cinquième partie? On n'en sait rien. Donc il va falloir déterminer des valeurs, des variables auxiliaires, donc des valeurs mémoire internes, qui permettent de différencier toutes ces étapes. Okay, donc si je reprends mon élément ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais ouvrir un fichier Excel type, que je n'ai pas encore ouvert, que je vais vous montrer, qui est en fait un fichier Excel dans lequel on va aller définir notre étape, nos valeurs de variables auxiliaires. Alors, on recommence ici notre ouverture, afin que vous puissiez voir ça correctement. Donc ce tableau se présente sous cette forme-là. Qu'est-ce que vous avez? Vous avez donc, j'ai ici les 10 étapes blanches, évidemment. Il y aura peut-être des fois 20, hein, mais à ce moment-là, vous recopiez les lignes, et puis vous aurez comme ça des états qui sont tous définis. Alors, on a A0, A1, B0, B1, C0, C1, qui sont les faits de course. On va aller, nous, les intégrer pour montrer où on en est. Alors, ensuite, vous avez contrôle. C'est quoi? C'est une variable de contrôle qui va en fait vérifier l'état de votre système. Ensuite, vous avez variable 1, variable 2, variable 3. C'est ce que j'ai déterminé. On pourra en avoir plus. À mon avis, avec 2, ça va être compliqué, mais il faudra au moins 3 variables d'état. Par habitude, j'ai vu qu'il allait en avoir 3. S'il doit y en avoir plus, bah vous ajoutez une colonne, simplement. Vous allez avoir un code de contrôle numéro 2 qui vous permet de vérifier que vous n'avez jamais deux fois les mêmes conditions de système pour bien déterminer deux étapes indépendantes. Les sorties, c'est les valeurs de sortie puissance. Et les variables auxiliaires, bah, c'est ici que vous allez intégrer le changement
de ces variables auxiliaires au besoin, évidemment. Bon. Alors, la première des choses à faire dans ce tableau est quoi? Elle est de mettre comment donc une valeur à chaque sortie. Parce que la première chose, évidemment, nous, ce qui nous importe, c'est pas les entrées. Les entrées, on s'en fout finalement. Nous, ce qui nous importe, c'est que le VRA sorte quand on le demande. Ok? Or, qu'est-ce qu'on a vu? C'est que dans notre tableau au départ, dans notre diagramme, la première des choses, à l'étape A, je vais numéroter les étapes, ce sera plus simple à déterminer comme ça. Alors, étape ici. Étape. Ok. On va les mettre quoi? On va les mettre. Alors, l'étape ici, c'est l'étape 0, pardon, l'étape A. Ici, c'est l'étape 2. Décidément. Décidément. L'étape 2. Ici, c'est l'étape 3. Ici, c'est l'étape 4. Ici, c'est l'étape 5. Ici, c'est l'étape 6. Etc. Etc. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on a vu à l'étape A? C'est que on devait faire sortir A. Ok? Donc, si on revient sur notre fichier de tout à l'heure, la première étape, elle est de faire sortir A. Je la mets en deuxième ligne. Vous verrez pourquoi plus tard. Mais en gros, c'est en deuxième, dans cette colonne-là, à chaque étape, la première des choses sera de faire varier les variables auxiliaires. La deuxième chose sera de faire varier les sorties. Okay? Donc ici, on ne fera rien du tout au niveau des sorties de puissance. On va l'activer à cette étape. On va dire 1, 1', 2, 2', 3, 3'. D'ailleurs, c'est 3 ici. 3, 3'. 4, 4', 5, 5', etc. Donc ça veut dire qu'ici, on l'a fortie puissance, on va l'activer à l'étape 1', qui sera A+. Et ce qu'on a vu, c'est que le VRA A devait sortir. Ensuite, on a vu que c'était le VRA B qui devait sortir. Ensuite, il devait rentrer. Ensuite, il doit sortir. Ensuite, il doit rentrer. Ensuite, c'est C qui doit sortir. Il doit rentrer. Il doit sortir. Il doit rentrer. Et puis, notre VRA A doit rentrer. Là, on a déterminé toutes les sorties de puissance. Donc, au niveau des étapes, qu'est-ce qui va se passer, en gros? Okay. L'étape suivante va être de déterminer quoi? De déterminer les valeurs d'entrée au niveau de notre système par rapport à nos sorties. Donc, ce qui va mettre le point de départ à la course. En gros, au tout début, qu'est-ce qui est actif? Ben, c'est quoi? Non, je me suis évidemment trompé. C'est ça. Ok? Donc, autrement dit, au début, il n'y avait rien. Au début, c'est A0 qui est actif, B0 qui est actif, C0 qui est actif, et DCY. On a vu, c'est la variable qui va mettre au point de départ à la course. Si vous prenez votre tableau, ça correspond à quoi? Ça correspond à ce qu'on trouve ici. A0, B0, C0, DCY. Ok? Alors, ensuite, votre système, qu'est-ce qu'il dit? C'est que notre VRA devra être en A, et devra être en A1, B0, C0. Ok? Ok? Alors, on reprend ici. Donc ça ne change pas. C'est égal à ça. Ça, 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 égal à ça. Égal à ça. Et ça, égal à ça. Rien n'a changé. C'est, on va faire sortir A. Alors, je vais recopier cette ligne-là partout afin qu'elle se calcule automatiquement. Vous n'aurez comme ça qu'à intégrer les lignes. Ok. Alors,
Si on a fait sortir 1, on est donc en A1, et on est toujours en B0, C0. DCY, à la limite, doit être reseté à ce moment-là, donc on va le resetter. Alors ensuite, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez maintenant regarder ce qu'on a fait. On a fait sortir B, donc comme on est toujours en A1, on est également en B1, puisque notre vérin est sorti, on est bien en B1, on n'est plus en B0. Par contre, on est en C0, notre vérin C n'est toujours pas sorti. Okay. Ensuite, qu'est-ce qu'on vient de faire? On vient de faire rentrer B. Donc on est de nouveau en A1, B0, C0. Ok? On refait ressortir B, donc on est de nouveau en A1, B1, C0. Ensuite, on fait rentrer B, donc on est en A1, B0, C0. Ensuite, on fait sortir C, donc on est toujours en A1, on est en B0, on passait en C1. On fait rentrer C, donc on est toujours en A1, en B0, et C0. Ensuite, on revient de ressortir C, donc on est en C1, donc en B0, B0, C1, et DCY est toujours à 0. Et enfin, on nous fait rentrer notre C, donc on est en A1, on est en B0, on est en C0. Ok. Alors, qu'est-ce que vous constatez? Eh bien, vous constatez que les colonnes ici, les 0, 1, 0, 0, 0, 1, forment donc des beaux dessins, des belles géométries, mais qui sont complètement illisibles. Vous ne savez pas les interpréter, vous n'avez pas un œil binaire. À moins de s'appeler Riemann, vous ne savez pas déterminer si une ligne ressemble à une autre ligne ou si c'est la même. Pour ça, il est plus simple de lire en décimale. Donc je convertis ce nombre ici binaire, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, en nombre décimal. Pour ça, je vais aller intégrer que A4 fois 1, donc A4 c'est la colonne des DCY, G4 fois 2, donc la colonne des CA, F4 fois 4, la colonne des C0, E4 fois 8, la colonne des BE, etc., etc., tout ça jusque A0. J'ai donc bien converti en numérique une valeur binaire, l'équivalent d'une valeur binaire. C'est juste pour contrôler en fait, ok? Ça, je vais le copier sur toute la colonne vers le bas, ok? Donc toute cette valeur, qu'est-ce que ça va être? Elles vont être le reflet de ce que l'on a ici en face, ok? Alors qu'est-ce qu'on constate? J'ai fait ici un tri en plus sur la couleur pour mettre en évidence non seulement les nombres, mais en plus mettre en évidence les chiffres, les états qui reviennent de manière systématique. Comment? J'ai sélectionné la colonne, j'ai été sur mise en forme conditionnelle, j'ai été sur nuance des couleurs, et j'ai choisi une des nuances qui m'intéressait. Et il me met en évidence, il me met dans les mêmes couleurs, tous les nombres qui représentent la même valeur. Autrement dit, qui représentent les mêmes états. À savoir, on voit bien qu'ici, on est en A1, B0, C0, ok?
Et on voit qu'on y est ici aussi. On voit qu'on y est ici aussi. On voit qu'on y est ici aussi. Et on voit qu'on y est ici aussi. Le but va être de déterminer à quel moment on doit changer nos variables externes, donc les variables VAE, VA2, VA3, pour que dans le deuxième code de contrôle, à savoir le code de contrôle qui va vérifier que non seulement nos états d'entrée plus nos variables auxiliaires sont bien différentes d'étape en étape. Donc on ne peut plus avoir deux fois le même numéro dans la liste des 10 étapes ici. Si vous les avez tous les deux fois, si vous avez deux fois le même numéro, ça voudra dire que vous allez avoir un état indéterminé. Parce que lorsque, à chaque étape dans notre programme, on va dire, voilà, à tel moment tu fais sortir tel vérin, si, pour la condition de faire sortir tel vérin à tel moment, est la même qu'à un autre moment, qu'une autre étape, si ce n'est pas bien déterminé, si on n'a pas su différencier ces deux lignes, eh bien, dans le code ladder, c'est la dernière étape qui va être celle qui va être prise en compte. Donc, autrement dit, si on arrive à une étape ici, 52, ici on est à une étape 52, eh bien, d'office, il va faire la première ligne, et puis, je suis en 52, oui, mais là, j'y suis, oui, ben, finalement, j'y suis là aussi. C'est la dernière action qui va être renseignée, qui va être exécutée. Toutes les autres seront ignorées au niveau du ladder. C'est très important de comprendre comment on fait, et c'est très important de l'appliquer rigoureusement. Quand je dis rigoureusement, c'est une recette de pâtisserie, pas une recette de cuisine. Au microgramme, si vous vous trompez, votre gâteau il sera raté ou il sera réussi. Ici, c'est la même chose. Si vous vous trompez dans le montage de votre gâteau, dans le montage de votre fichier Excel, vous aurez des soucis pour l'exécution de votre cycle. Ok? Bon, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va refaire la même chose qu'ici, c'est-à-dire convertir ce nombre binaire, à savoir VA, VA2, VA3, VA3, VA2, VAE, DCY, CE, C0, BE, B0, AE, A0, en un nombre binaire. Autrement dit, on va donc avoir le code N, ce sera N4 fois A plus L4 fois 2 plus K4 fois 4, ainsi de suite. Vous obtenez donc 680 pour le code de contrôle 2 avec ce nombre-là, donc 0, 0, non, 0, 0, j'y arriverai, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Ça vaut 680. Vous faites un copier-coller de la formule que vous avez ici. Ok. Et ensuite, vous faites une sélection. Vous allez sur mise en forme conditionnelle. Jeu de couleurs. On va prendre un truc un peu flashy, un peu sympa, pour bien différencier. Celui-ci, il est bien, ça peut que l'autre. Voilà. Donc, il nous donne une série de nombres de contrôle où vous voyez que 680 revient une seule fois, c'est très bien. 416 une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois. 352 une fois, deux fois. Et 400 deux fois. Donc qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va essayer de différencier tous ces états en modifiant étape par étape. Quoi? En modifiant les variables en alternance et les variables auxiliaires au besoin. Et puis les sorties. Les sorties, on s'est pas coupé. C'est celle qu'on cherche à faire. C'est les variants, c'est notre vérin doit sortir à tel moment ou il doit rentrer à tel autre moment. Bon. Donc notre 680 ici, première ligne 680, on peut avoir les deux mêmes valeurs puisque ici on ne fait rien. Okay. On ne fait rien, on ne doit pas différencier deux lignes différentes dans lesquelles il y en a une qui ne fait rien et l'autre qui fait quelque chose. Donc si on ne fait rien, on peut donc mettre ceci à 0, 0. Donc d'une ligne à l'autre, d'ici, entre là et là, on n'a rien changé au niveau des variables de sortie, des variables d'entrée, pardon, donc VA1, VA2, VA3 plus notre état. Ce qui veut dire qu'on a bien 680 toujours en code de contrôle et on peut faire sortir A.
Si on fait sortir A, qu'est-ce qui se passe? On arrive donc au code de contrôle 416. 416, est-ce que je dois le différencier par rapport à lui-même, puisqu'il est en premier? Non, ça on s'en fout. Donc, on n'est pas obligé de faire une modification. On va donc, dès lors, recopier les valeurs d'entrée standard, puisqu'on n'a pas fait de modification. On fait sortir B. B, on arrive là, on est donc en 352. 352, ok, on ne fait rien a priori pour le moment, on va voir si on doit faire quelque chose ou pas. En tout cas, si on ne fait rien, on obtient donc 3 fois 0. Ensuite, on fait sortir B. Qu'est-ce qui se passe? On se retrouve en 416. 416, il est déjà une fois. Ça, c'est ennuyeux. Ça veut dire qu'on doit faire une modification d'une des variables d'entrée à l'étape antérieure pour pouvoir différencier celui-ci de celui-ci. Donc, on va par exemple prendre V, A, E et on va le setter. Si on le set, ça veut dire qu'à cette étape-ci, VAE passe de 0 à E. Okay, donc, ça tombe bien. On a changé notre variable E. On a un code de contrôle 352 et puis un 356 qui sont différents. Donc, ce qui veut dire qu'on a bien deux codes de contrôle pour faire deux choses différentes. Donc, pas de problème pour la différenciation. Étape suivante, qu'est-ce qu'on fait? On va déterminer que on a notre 420 en code de contrôle. Ok, puisqu'on a changé B, on est passé à 420. Ok, 420 n'arrive pas plus haut. Donc ça tombe bien. 420 n'arrive qu'une fois, on ne se tracasse pas. Étape suivante, on est toujours en E, 0, 0. On n'a rien fait ici, donc on se fout de cette ligne-là. Par contre, on fait quelque chose, 420 toujours, on fait sortir B. On obtient un 356. Ah, attention, 356, on en a déjà eu un ici. Donc, on doit faire une variation sur une variable auxiliaire. On va donc ici modifier VA2+, on va changer VA2. Si on l'a changé, ça veut dire qu'il passe ici à E. Okay. On passe à 422. Ça tombe bien, 422 n'y est pas encore. La ligne suivante, 358. 358 n'y est pas encore, donc on est bon. On a bien déterminé 3 éléments qui sont indépendants. Bon. Ensuite, étape suivante, si on n'a rien changé, on est toujours en E, 0, 0. Toujours 358, on n'a rien fait, donc on ne s'en inquiète pas. On fait sortir B. Après avoir fait sortir B, 422. Une fois de plus, le même problème que tout à l'heure. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Soit on fait varier VA3, ou on remet VAE en l'état originel. On va d'abord faire varier VAE, on va regarder ce que ça va donner. Okay, en faisant varier VAE, on repasse ici en 0. Okay, donc on a donc 354. 354, de nouveau, n'arrive pas plus haut. Qu'est-ce qui se passe? 354, on est bon, on peut faire sortir B. On arrive ici en 418. 418 n'est pas encore apparu une seule fois. Nickel. On ne va rien changer pour le moment, on va regarder ce que ça donne. 0, 0. 418, on ne fait rien, on modifie quelque chose, ok. Par contre, on arrive en 402. 402, ça tombe bien, 402 il n'est pas encore arrivé une seule fois non plus. Donc, on ne fait rien non plus sur cette ligne-là. On reste ici en 0, 0. 402, pas de modification, puisque là, on n'a rien. On va donc ici arriver en quoi? En 418. 418, est-ce qu'il est déjà arrivé une fois? Oui, ici. Donc, on doit modifier une des autres variables. Qu'est-ce qu'on va faire? On va donc modifier, cette fois-ci, on a déjà modifié VA1, on a déjà modifié VA2. Maintenant, on va modifier VA3. VA3+. Ok. VA3+, si on a modifié VA3+, on a donc ici 403. Est-ce qu'on a 403 avant? Non. Donc c'est bon. Ici, si on est dans le même état, on passe à 419. 419, c'est bon. Ok. Donc ici, 0, 419. On n'a pas fait de modification, donc celle-ci, on peut se le permettre. On arrive à la ligne suivante.
toujours la même chose. 403. Est-ce qu'il arrive une seule fois? Non. Ça tombe bien. Ensuite, si on n'a pas de modification, 0, 1, 1, 403. Pas de modification puisqu'on n'a rien modifié. Là, on retombe à 419. Ah, 419 est déjà arrivé. Donc, on va donc remodifier quoi? Cette fois-ci, on va modifier VA2. VA2 moins, par exemple. Ok. Si on a fait VA2 moins, on est donc en 0 ici. 401. 401, pas encore arrivé une fois. On est bon. On passe donc à la ligne suivante. 401. On est en 417. 417 n'est pas encore arrivé une seule fois. Ensuite, l'étape suivante, on repasse ici, toujours si on n'a pas fait de modification sur la variable de remplir, on repasse en 417. 417 n'a pas arrivé toujours qu'une fois, on fait notre modification. On a terminé notre cycle. En ayant joué sur 3 variables auxiliaires, on a su déterminer 10 étapes différentes au niveau de notre système, en étant sûr que jamais au grand jamais, on a 2 fois les mêmes nombres qui reviennent quand on doit faire une modification de quelque chose. Donc autrement dit, si on reprend ceci, on peut refaire une vérification pour être sûr que notre mise en forme est toujours bien bonne. Nuance de couleur, on va prendre, je sais pas moi, celle-là par exemple. On est toujours bien dans des nuances bien particulières avec des codes de contrôle qui sont tous différents. Là où ils sont identiques, c'est quand il y en a un qui ne fait rien et l'autre qui fait quelque chose. Donc s'il ne fait rien, bah, on s'en fout de son état. Ah, il fait rien, il fait rien. Bon. Par contre, il va faire quelque chose à ce moment-là. Ok? Dès le moment où vous avez terminé ça, lors de la mise en route, la mise en programmation de votre ladder, vous allez donc avoir 1, 2, 3, 4, 5 modifications à faire, donc 5 lignes de code pour le changement d'état, des variables d'état, et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 lignes de code pour faire changer votre sortie. Donc en 16 lignes de code, en ladder, votre cycle qui, de prime abord, paraissait un peu complexe, puisque vous êtes à plusieurs reprises dans des états qui pourraient être indéterminés, qui pourraient être identiques, en 16 lignes de code, votre cycle est terminé. Nous allons voir maintenant comment installer le logiciel que nous allons utiliser pour la programmation dorénavant pour la programmation des automates programmables qui s'appelle Actuin. Vous l'aurez sur la plateforme. Alors, dans ce répertoire, vous avez donc le fichier zip, actuin.zip que vous allez décompresser dans un endroit de votre disque dur. Vous allez donc avoir dans votre disque dur un répertoire qui s'appelle ActuinH avec 2 fichiers INF. Vous lancez, vous cliquez 2 fois sur ActuinH. Vous voyez qu'il y a un répertoire Libraries et un répertoire Software. Vous cliquez 2 fois sur Software et vous lancez l'install. Ok. L'install va donc vous ouvrir une fenêtre qui s'appelle Actuin Installation. Donc sur cet écran d'installation, il va vous proposer d'installer donc l'Actuin. Vous faites suivant. Vous laissez surtout bien C/Actuin comme répertoire par défaut. Suivant, suivant. Et là, une fois que c'est terminé, vous retournez sur votre écran de base qui est l'écran ici. Vous allez retrouver le répertoire Libraries que vous allez copier. C'est le répertoire qui contient les librairies dont vous allez avoir besoin pour l'Hitachi. Donc vous le copiez et vous le copiez dans le répertoire Actuin. Voilà. Ensuite, vous prenez les fichiers que vous aviez dans le répertoire principal. Donc c'était sur des...
donc c'est ici dans le répertoire principal, vous copiez les deux fichiers dans le disque C Actuin. Et vous aurez ainsi une installation fonctionnelle pour Actuin dans votre PC. Donc maintenant, on va pouvoir, quand ça a été installé, lancer le programme Actuin. Actuin, vous le lancez. Et il va vous proposer alors d'installer le programme, donc de choisir entre créer un nouveau programme ou ouvrir un nouveau projet. On va créer un nouveau programme, un nouveau projet. Ici, vous allez choisir que c'est une H-série parce que tous les automates sont en Hitachi. Ici, vous choisissez Mixed Mode parce que ça vous permettra de travailler soit en ladder, soit en graph Alors, 3 choses à faire pour commencer. La première, c'est, dans Actuin Settings, d'aller supprimer la coche Enable Ladder. Okay. Ça vous permet comme ça d'utiliser les outils qui se trouvent ici. La deuxième, c'est d'aller dans Driver Settings et de choisir le port série sur lequel vous allez travailler pour pouvoir vous connecter à l'automate. Ça dépendra évidemment si vous travaillez en port série réel ou en virtuel avec des adaptateurs USB. Donc là, ce sera la configuration à mettre en fonction de la connectique que vous avez mise en place. Ensuite, vous allez devoir déterminer le matériel avec lequel vous allez travailler. Ici, dans Hardware Configuration, vous avez des berceaux. Donc, les berceaux, c'est le boîtier qui contient toutes les cartes. Tous les berceaux d'un automate, c'est toujours donc un berceau, une carte, hein, reprenant votre un boîtier, je vais dire, reprenant toutes les cartes d'entrée et sortie. La première, c'est quoi? C'est d'abord de déterminer le berceau. Ici, BSM9, ça veut dire 9 cartes possibles. La première des cartes, c'est toujours quoi? Une PSU, donc une Power Supply Unit, une alimentation. La deuxième, une carte processeur. Suivant l'automate devant lequel vous êtes, vous choisirez le modèle, c'est marqué, H200, 250, 252, etc. Habituellement, c'est 252 que nous avons. Ensuite, après, vous allez déterminer les cartes d'entrée et sortie. Ce sont des PIM DPH que nous avons au laboratoire. Ce sont des cartes d'entrée Hitachi reprenant 16 entrées, 16 entrées tout ou rien. Voilà. Admettons 3 cartes. Et 2 cartes de sortie de puissance. PIM, POM et RH qui sont les modèles de cartes que nous avons au laboratoire. De nouveau, c'est relativement universel, quels que soient les automates que vous ayez et que vous deviez utiliser un jour, ce sera toujours ce principe de cartes d'entrée-sortie qui viennent après les cartes processeurs et la carte d'alimentation. Bon. Vous avez ici le programme ladder que vous allez monter, et vous avez ici les variables d'entrée-sortie que vous allez utiliser pour votre système. On va en créer une pour commencer. La première, si nous reprenons les besoins que nous avons sur l'automate, donc pour les besoins que nous avons pour l'élément, nous voyons que nous aurons en entrée A0, B0, C0, A1, B1, C1, le DCY, les 3 variables d'entrée, les 3 variables auxiliaires, VA1, VA2, VA3, et les éléments de sortie, donc les 7 resets sur les sorties puissance. Donc si on revient ici, on va commencer par quoi? Par les faits de course, donc la détermination des faits de course. Le premier c'est A0. Alors ici, il vous propose de mettre un type de mémoire. Alors, il y en a plusieurs types. Vous avez le type R, M, X, Y, L, etc. etc. Bon. Pour commencer, on va le définir en M. M0, qui est une mémoire interne. On sait tous bien que A0 n'est pas une mémoire interne, c'est un fait de course. Ce sera en fait quoi au final? Un Y. Okay, donc, mais on pourra le redéfinir après. Pour le moment, on va le définir en mémoire interne, parce que notre programme, ça nous permet comme ça de développer notre programme en virtuel, et puis une fois qu'il sera développé, on n'a plus, en fonction de l'automate sur lequel on va travailler, et des entrées et sorties de notre automate, qu'à aller modifier les valeurs d'entrée et sortie de l'automate sur lequel on travaille. Donc par défaut, vous mettez M0, vous faites OK, et vous avez donc votre adresse M0 qui a été définie, qu'on viendra donc, comme j'ai expliqué, modifier après. Donc on va déterminer maintenant les autres entrées, donc A0 et puis c'est AA. Par défaut, il va vous mettre les adresses disponibles directement après.
B0, BA, C0, CA. Alors, qu'est-ce qu'on a besoin d'autre? Les variables auxiliaires. Ensuite, qu'est-ce qu'on a besoin d'autre? Notre DCY, qui est la variable qui va nous permettre de démarrer le cycle. On va avoir besoin de quoi? D'un BP, d'un bouton poussoir, qui va nous permettre physiquement de démarrer le cycle. Et quoi d'autre après ça? Donc DCY, BPA. Qu'est-ce qu'on a besoin d'autre? De toutes les sorties de puissance maintenant. Donc les électrovannes en 7, électrovannes en reset. Donc ce qui sont les deux électrovannes qui vont nous permettre de faire sortir et rentrer le vérin A. Pareil pour B. VBS, EVBR, EVCS, EVCR. Donc on a bien, si on reprend notre tableau de tout à l'heure, notre système A0, B0, A0 AE, B0 BE, C0 CE, DCY, VAE, VA2, VA3 et les sorties A+, B+, C+, A-, C-, B. Alors, dès lors, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit respecter le cycle de programmation que l'on a choisi au départ. La première chose, ça va être de déterminer ce qui va mettre le point de départ de notre course, à savoir l'appui sur le BPA. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On revient ici, on va chercher l'outil dont on a besoin en entrée, qui sera BPA. On va le faire en transition positive, ça permettra non pas de travailler sur un état, mais sur un changement d'état. Ça permettra au niveau stabilité lors de l'appui sur les boutons poussoirs, d'éviter les problèmes de rebond, des problèmes d'état intermédiaire qui rendraient le système instable. Ici, il détermine entre deux cycles horloge. Ah, j'étais à 0, je suis passé à 1, donc je n'appuyais pas sur mon BP, maintenant j'appuie sur mon BP. J'ai donc un changement d'état, donc je vais pouvoir valider mon entrée. En validant mon entrée, je vais donc valider ma sortie, qui sera quoi? Notre DCY en sortie. Alors ensuite, je vais ajouter quoi? Un petit chapitre pour la gestion des boutons. Gestion des boutons. Donc j'appuie sur texte et puis gestion des boutons. Section command. Et j'ajoute un élément. Bouton poussoir A. Et là, je ne mets plus de section command. Pourquoi? Parce que la première des choses, vous voyez, il y a un petit moins qui apparaît. Ça va vous permettre de faire disparaître ou apparaître le chapitre gestion des boutons. Et si vous ne mettez pas le section command, ça vous permet de savoir, ah, je travaille sur quoi? Sur la gestion des boutons poussoirs A, BA+, BPA. Ensuite, on va ajouter un nouveau chapitre. Maintenant, on va faire la gestion des variables d'état. Alors ensuite, section command, ok. Alors vous voyez, quand vous avez une section command, ça va vous permettre, quand vous aurez 10 000 lignes de code, de faire apparaître uniquement ce qui vous intéresse comme chapitre. Ici, j'ai sur des variables d'état. Donc la première variable d'état qu'on va prendre, ce sera VAE. Ensuite, VA2. VA2. Et VA3. VA3. Alors, évidemment, ici, pas comme ça.
Ensuite, si on revient sur notre fichier Excel, qu'est-ce qu'on voit? C'est que si on s'occupe des variables d'état, on va devoir setter à un moment donné VA1, on va devoir setter VA2, setter VA3, resetter VA1, resetter VA2 et accessoirement resetter VA3. On verra bien tout à l'heure comment on fait pour resetter, pour resetter les trois variables. Parce qu'évidemment, au final, quand on aura terminé, il faudra que notre VA3 soit reseté. Ce sera le retour aux conditions initiales. Mais ça, on verra ça ultérieurement. Donc, la première des choses, ça va être de déterminer ce qui va setter notre variable VAE. Donc, VAE. Qu'est-ce qui va là setter? Donc, si on clique ici dessus, si on clique ici dessus, VAE, on va la mettre en set. Qu'est-ce qui va la setter? Qu'est-ce qu'on a vu? C'est cette ligne-là. Okay, la ligne qu'on va mettre en évidence. Donc, ce sera quoi? Ce sera la variable AE, la variable BE, la variable C0 et les non-variables VAE, VA2 et VA3. Okay, donc, qu'est-ce qu'on a dit? AA. Il faut le mettre en entrée. AA. A2. BA. C0. On vérifie bien ça. AA, BA, C0. Et alors, les non-variables. VAA en inversé. VA2 en inversé. Et VA3. VA3 en inversé. Est-ce que VAE est activé à un autre moment? Non. Sinon, on devrait mettre en parallèle, évidemment, les conditions qui vont setter VAE. Maintenant, on va s'occuper du reset de VAE. Que va resetter? Qu'est-ce qui va resetter VAE? VAE en reset. Qu'est-ce qui va le resetter? Eh bien, on a vu que c'était la ligne ici qui allait le resetter, à savoir celle-ci. Ce sera AE, BE, C0 et les deux variables VA1 et VA2 qui sont setées. AE, BE, C0, VA1, VA2 et non VA3 inversé. On vérifie si c'est bien juste. AE, BE, C0, VAE, VA2, non VA3. A1, BE, C0, VA1, VA2, non VA3. Ça va resetter VA. De même, VA2, VA2 en reset, en set d'abord, VA2, VA2 en reset. Qu'est-ce qui va setter VA2? Ce sera cette ligne-là, à savoir A1, B0, C0 et VA1, non VA2, non VA3. A1, A1, B0, C0. On vérifie A1, B0, C0.
VAE, non VA2, non VA3. VA1. VA2 inversé. Et VA3 inversé. Qu'est-ce qui va resetter VA2? On a vu que c'était ici. Qu'est-ce qui va le resetter? Ce sera AE, B0, AE, B0, CE, AE, B0, CE, AE, B0, B0, C1, C1, AE, B0, CA, et non VAE, VA2, VA3. CA, vous voyez, je me suis trompé, donc j'ai cliqué 2 fois dessus, je fais CA, VAA, VA2, VA3. Je ne sais plus lequel c'était non VAE, et les autres étaient en. Donc ici, VAE en inversé. On vérifie que c'est bien celui-là qui reset VA2. Ensuite, dernier élément, dernière étape, le set et le reset de VA3. On voit que dans notre tableau ici, on ne fait qu'un set de VA3 dans notre table. Dans le cadre des resets et des conditions des retours aux conditions initiales, on verra ça dans l'étape suivante. La première des choses, ce sera uniquement VA3. On va mettre en 7. Évidemment, il faut le définir, VA3 en 7. Qu'est-ce qui set VA3? Ce sera cette ligne-là, à savoir AE, B0, CE. AE, B0, CE. AE, B0, CE. Et dans les VA, ce sera VAE, non VAE, VA2, non VA3. VAE inversé. V1, 2. Évidemment, c'est 7 de VA3. V1, 2. Inversé. Ce que j'ai dit. Ah non, c'est VA2. Pas inversé. Il est normal. Et le troisième, VA3 inversé. Ici se termine le chapitre pour la gestion des variables. Ensuite, on va prendre les éléments de cette reset d'envoi d'ordre vers la gestion de puissance. Donc gestion de puissance. Là, c'est ici qu'on va jouer sur sur nos verrets. Donc, on va ici ajouter verret A, verret A, verret B, verret C. Ensuite, on va aller mettre nos sorties de verret. Donc, qu'est-ce qu'on avait? Pour le verret 1, c'est électrovanne 1 en 7. Là, on peut le mettre en normal. Donc, on va lui envoyer l'ordre, une petite impulsion qui va, quand ce sera vrai, qui va faire sortir le verret 1. Et EVAR. EV1R. Ensuite ici, EVBS, EVBR. Ensuite ici, EVCS, EVCR.
Donc ici, ce seront les trois valeurs qui vont activer ou désactiver nos VRA. Qu'est-ce qu'on a vu? C'est que le VRA, il était activé quand? Uniquement pour cette ligne-là. Ok? À savoir A0, B0, C0, DCY et toutes les variables toutes les variables auxiliaires AE. Oui, le DCY, on l'intègre évidemment, c'est lui qui met le départ à la course. Qu'est-ce qui met le départ à la course? C'est la première étape, à savoir faire sortir A. Ce qui veut dire qu'on n'utilisera le DCY qu'ici. Après, on ne s'en occupe plus. Donc, DCY, donc A0, B0, C0, DCY, non VA, non VA2, non VA3. Donc, on va prendre notre élément pour faire sortir A. Ce sera A0, B0, C0, DCY, V1A inversé, V1-2 inversé, VA3 inversé, inversé. Là, il s'agit bien de la ligne qui fait sortir A. Qu'est-ce qui va le faire rentrer? Cette ligne-là, à savoir AE, B0, C0, non VA1, non VA2 et VA3. Donc AE, AA, B0, C0, VA1 inversé, V1-2 inversé et VA3. On vérifie ici, c'est bien juste. A1, B0, C0, non VA1, non VA2, VA3. A1, B0, C0, non VA1, non VA2, VA3. Et là, on a bien notre reset qui est envoyé dans ce cas-là. Maintenant, qu'est-ce qui va faire sortir B? Okay. B, lui, on voit qu'il sort à plusieurs reprises, à savoir ici et ici. On va donc lui attribuer les deux lignes de code qui correspondent à cet élément-là, à savoir quoi? Donc 4 entrées. On va mettre un 0 pour commencer. C'était quoi? C'était... Non, c'était pas 0 comme par hasard. C'était A1. A1, B0, C0. A1, B0, C0. A1, B0, C0. Non VA1, non VA2, non VA3. VA1 inversé. VA2 inversé. VA3 inversé. Ensuite, quel est le deuxième cas où on désactive? Ce sera VA1, pardon, A1, B0, C0. Évidemment, c'est ça, c'est ici. Je dois retirer une nouvelle ligne, comme ceci. Car c'est un ou, évidemment. Ce sera une condition ou l'autre condition. Donc ce sera A1, B0, C0, B0, C0, VA1, VA2, non VA3. VA1, non VA2, non VA3. Et on a bien nos deux sets qui sont bien actifs.
On va faire la même chose pour le reset. Là, on a deux cartes pour le reset. C'est AE, B0, AE, BE, C0. Ok. AE, BE, C0. AE, BE, C0. Ensuite, VAE, non VA2, non VA3. VA1, VA2 inversé, VA3 inversé. Voilà. Là, on a notre premier reset sur le B. Pareil pour le suivant. Qu'est-ce qu'on constate en fait? C'est qu'on pourrait optimiser encore, puisqu'on voit que nos deux OU, ce sera le. Qu'est-ce qui va varier entre les deux? Ces deux-là sont les deux variables d'entrée concernant A, B0. Non, AE, BE, C0, c'est valable dans les deux cas, donc on pourrait effectivement optimiser le code en ne jouant que sur une variation. Ici, on note les deux lignes complètes, mais on pourrait rationaliser. Donc, on recommence, ce sera donc ici. AA, BA, ah oui, évidemment ici, on est bon pour le supprimer parce qu'il n'a pas pris en compte mon élément. Voilà, ça doit le prendre normalement. Et capricieux pour aujourd'hui soir. Voilà, donc AA, BA, C0. Qu'est-ce qu'on a mis d'autre? BE, C0. Ensuite, on a non VAE, VA2, non VA3. VAE inversé. VA2. VA3 inversé. Hop. Ensuite, pour C, ce sera la même chose. Et ça, je vous le laisserai faire vous-même. Ici se termine le chapitre sur la détermination des variables auxiliaires et sur l'encodage de celles-ci pour un cycle reprenant plusieurs fois les mêmes états d'entrée. La prochaine fois, nous verrons la méthode d'encodage pour les conditions initiales et les utilisations des boutons poussoirs de type remise à zéro, choix de fonctionnement, choix du mode de fonctionnement cycle par cycle automatique et tout ce qui va avec. Voilà. Je vous engage à me poser des questions comme d'habitude à l'adresse que vous connaissez. Je vous encourage à installer le software dont on vient de parler, les softwares dont on vient de parler, et à vous entraîner pour la détermination des variables auxiliaires. Passez une bonne journée.